Quand un logiciel espion israélien suscite l'indignation mondiale, son nom de code Pegasus, une vingtaine de pays sont accusés d'avoir espionné des milliers de journalistes ou d'opposants politiques. Toutes les réactions dans un instant. Obligation vaccinale des soignants, extension du pass sanitaire, sanctions encourues. Le Conseil des ministres a adopté ce lundi soir le projet de loi anti-Covid. Il sera débattu dès demain à l'Assemblée. On verra les arbitrages du gouvernement dans ce journal. Et puis, on verra aussi que le cœur n'y est pas en Tunisie pour l'Aïd el-Kébir, le pays débordé par une 4e vague de Covid-19 et des records de contamination, va donner la priorité en ce jour de fête à la vaccination. Bonsoir à tous et merci d'être sur France 24. C'est un scandale mondial révélé par un consortium international de journalistes. Un logiciel espion de la société israélienne NSO a été acheté par des gouvernements étrangers du Maroc, d'Inde, de Hongrie ou encore d'Arabie Saoudite pour infecter les téléphones de journalistes ou encore d'hommes politiques. Près de 50 000 numéros ont ainsi été ciblés depuis 2016. L'Union européenne, vous allez l'entendre, réclame des comptes. Les réactions avec Axel Simon. Après l'impact de la révélation de dimanche, l'onde de choc n'a pas fini de se propager. L'enquête révèle que le logiciel Pegasus a infecté plusieurs dizaines de milliers de smartphones pour espionner des journalistes, des opposants politiques ou encore des militants des droits de l'homme dans le monde entier. And we found out that there were a lot of journalists all over the world who were targeting. The victims are in more than 50 countries, targeted by 10 states. Installé à distance sur Android ou iPhone, le logiciel espion ultra sophistiqué permet d'accéder à toutes ces données en ne laissant presque aucune trace. Inacceptable pour l'Union européenne. We have in the European Union what the freedom of media is concerned. Free press is one of the core values of the European Union. It is completely unacceptable if this would be the case. L'ONU aussi a fait part de son indignation. La haute commissaire aux droits de l'homme a réclamé lundi une meilleure régulation de la vente de ce type de technologie de surveillance, ainsi qu'un contrôle strict de son utilisation. Le logiciel a été développé et vendu par la société israélienne NSO Group, une société qui s'est imposée en 10 ans comme le leader de la surveillance téléphonique. Si l'entreprise se défend de toute action illégale, plusieurs associations comme Amnesty International assurent que NSO Group est au courant de la possible utilisation criminelle de son produit phare. Depuis 2016, Pegasus aurait ainsi été utilisé par des cartels de la drogue mexicains ou pour espionner la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi. Parmi les journalistes français ciblés, certains de nos confrères de Mediapart et du Canard enchaîné ont annoncé porter plainte, notamment contre le Maroc. C'est le cas aussi de Rosa Moussaoui, elle est grand reporter à l'Humanité. Elle était à interroger un peu plus tôt sur notre antenne. Écoutez. C'est un cambriolage en règle probable de mes données personnelles. Donc c'est une atteinte à l'intime qui est extrêmement désagréable et extrêmement déstabilisante. Mais le plus grave pour nous, journalistes, c'est que ça met en danger nos sources potentiellement, nos sources passées, présentes et puis nos sources futures, parce qu'évidemment ça installe un climat de peur qui nous empêche de nouer les liens de confiance qui permettent à des gens de nous confier des informations alors qu'ils encourent des risques à le faire. Donc c'est une attaque frontale contre la liberté de la presse. Je crois que c'est une violation extrêmement grave de cette liberté. La France fait face à une hausse des contaminations encore jamais connue depuis le début de l'épidémie. Ce sont les mots prononcés tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi anti-Covid. À la clé, l'obligation vaccinale des soignants, l'extension du pass sanitaire avec, vous allez le voir, quelques assouplissements sur les amendes et les contrôles. Gilles Papin. 20h30, Gabriel Attal prend la parole à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel relatif au projet de loi sanitaire. Et le porte-parole du gouvernement indique clairement les choses. Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. Il faut donc agir vite. 2 heures plus tôt, un par un, les membres du gouvernement arrivent à l'Élysée.
Après avoir reçu l'avis du Conseil d'État, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi. Concernant les contrôles du pass sanitaire dans les lieux publics, le gouvernement prévoit une période de rodage d'1 semaine afin d'accompagner les professionnels. Mais en cas de premier manquement, une contravention de 1 500 € sera établie, loin des 45 000 € prévus dans un premier temps. De l'aveu même du ministre de l'Économie, cette disposition n'était pas tenable. Il faut que cette sanction, une fois encore, soit dissuasive, pas excessive. 45 000 €, ça me semble excessif. Alors que le Conseil d'État n'a pas donné son accord pour la mise en place d'un pass sanitaire dans les centres commerciaux, Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement voulait le maintenir dans certains endroits. Par ailleurs, le projet de loi valide l'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne testée positive. Comme prévu, le texte prévoit l'obligation de vaccination pour les soignants au plus tard au 15 septembre. Dès demain, le texte arrivera à l'Assemblée nationale avant de passer au Sénat. Le gouvernement espère un vote définitif au plus tard samedi. Et sachez que dans un communiqué ce lundi soir, députés et sénateurs socialistes se disent pour la vaccination obligatoire, mais en revanche contre l'extension du pass sanitaire proposé en l'état, disent-ils, par le gouvernement. Ils disent aussi être prêts à saisir le Conseil constitutionnel, tout comme la droite au Sénat et des députés LFI. C'est un pays classé en rouge par la France en raison du record de contamination. La Tunisie, près de 7 800 cas quotidiens enregistrés ces derniers jours. Demain et mercredi, la vaccination va être ouverte à tous les adultes. Des journées qui coïncident avec la grande fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Mais vous allez le voir, l'ambiance n'y est pas. C'est ce qu'a pu constater l'envoyé spécial de France 24, Karim Yayaoui. Ce terrain vague dans la ville d'Ariana est habituellement rempli de moutons destinés au sacrifice de l'Aïd. Cet après-midi, une poignée de bêtes et des vendeurs qui attendent les clients de dernière minute. Évidemment, on fête l'Aïd, on aiguise les couteaux et le charbon est prêt pour le méchoui. Mais pour beaucoup de Tunisiens, cette année, le cœur n'y est pas. Je vous avoue, au début, je ne voulais pas trop fêter l'Aïd, mais mes amis m'ont fait cadeau d'un mouton pour mon fils. Voilà pourquoi je suis venue chercher un peu de foin. D'habitude, je vais voir ma famille, mais les déplacements entre les régions sont interdits. On a comme un goût d'inachevé. Je ne vais pas vous mentir, on fait les courses par habitude. On n'a pas goût à ça. Quand tu vois les Tunisiens qui meurent, les Tunisiens qui jonchent les hôpitaux... L'Organisation mondiale de la santé s'est dite inquiète du manque de respect des gestes barrières et d'une recrudescence des contaminations pendant les fêtes de l'Aïd. Une inquiétude partagée par un médecin de l'hôpital Abderrahmane Mami, un hôpital qui tourne à 300% de ses capacités. L'Aïd fait peur, c'est un moment où les gens se retrouvent, ça favorise la contamination. Nous sommes dans une phase épidémique extrêmement sévère. Les hôpitaux sont pleins, on manque de lits et il y a une pénurie d'oxygène. Les autorités tunisiennes espèrent que le pic de la 4e vague sera bientôt franchi. Quant aux soignants, ils veulent croire que les efforts inhumains qu'ils ont fournis pour faire face au Covid ne seront pas balayés par des contaminations en hausse pendant les fêtes de l'Aïd. Dans le reste de l'actualité, c'est désormais l'heure du bilan en Europe après les intempéries meurtrières de la semaine dernière. Les dégâts pourraient se chiffrer à plusieurs milliards d'euros. En Allemagne, où l'on dénombre au moins 165 morts, le gouvernement a promis d'améliorer le système national d'alerte catastrophe. En Belgique, où l'on déplore ici 31 morts pour les rescapés, il faudra parfois, vous allez le voir, repartir de zéro. Manon Bougon. Comme une immense décharge. Dans ce quartier sinistré de Liège, partout les déchets s'amoncellent, s'accumulent parfois sur plusieurs mètres de hauteur. Des meubles, des jouets, détruits par un torrent de boue. Des souvenirs broyés sous le regard impuissant des habitants. Je regarde tout ce que j'avais chez moi là, qui partent. Car dans sa maison, cette habitante n'a pas pu sauver grand-chose. L'eau est montée ici jusqu'à 2 mètres. Regardez, c'était mon salon. Et tout ce qu'il y avait dans votre salon, est-ce que vous là maintenant? Dans le conteneur, avec mon divan au lit. Voilà, plein d'eau. Et c'est comme ça dans tout le secteur. Ça fait mal de vider, ça fait mal de voir le tas. Quand il sera parti, on pourra déjà peut-être espérer terrer au trait.
L'eau s'est ici déjà retirée, mais la boue, elle est tenace. Alors comment reprendre un semblant de vie au milieu de ces débris? Toute la vallée est complètement sinistrée, donc il faut toujours se diriger vers les hauteurs pour pouvoir trouver de l'alimentation. Et pour avancer, il va falloir aussi chiffrer ces dégâts. Un casse-tête pour certains habitants. Alors dans ce quartier, ce sont les assureurs qui viennent au chevet des sinistrés. Mon grand-père a eu des eaux chez lui et on est à peu près seul pour se débrouiller. Donc on est venu voir un peu comment faire pour lancer une procédure. Le début d'un long parcours administratif. Mais eux au moins sont en vie. En Belgique, 163 personnes au moins sont toujours portées disparues. Les sauveteurs fouillent encore aujourd'hui les décombres, mais 4 jours après la crue, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Et on prend la direction de l'Afrique du Sud où Jacob Zuma n'en a décidément pas fini avec la justice. L'ancien président derrière les barreaux depuis un peu plus de 10 jours pour outrage à la justice a fait sa réapparition devant les tribunaux. Une affaire qui remonte cette fois aux années 90. Une comparution par visioconférence pour des raisons sanitaires mais aussi de sécurité. Depuis son incarcération, les émeutes ont déjà fait 215 morts dans le pays. À Cape Town, précision de Caroline Dumais pour France 24. Pour ou contre le report du procès pour corruption de Jacob Zuma, c'était la grande question aujourd'hui à Pietermaritzburg. Vous savez que les avocats de Jacob Zuma avaient déjà reporté ce procès parce qu'ils récusent l'avocat de la partie civile. Ils le considèrent comme trop partial. Ils l'accusent notamment d'avoir divulgué des informations à la presse locale. Et bien voilà qu'ils veulent un report de plusieurs semaines parce que ce procès est virtuel. Et ils considèrent que leur client, en fait, a ses droits bafoués puisqu'il ne peut pas communiquer directement avec ses avocats. Ces arguments ont été balayés par l'accusation qui, eux, pensent que Jacob Zuma peut parfaitement communiquer par téléphone avec ses avocats, que c'est une tactique, un prétexte de plus pour repousser un procès qui aurait dû être fait il y a déjà près de 15 ans. Et vous savez, c'est cette affaire de vente d'armes qui date de 1999 où Jacob Zuma est accusé d'avoir empoché plus de 200 000 euros auprès de la société française Thales. Le parquet veut absolument que la justice poursuive son cours et ils ont même précisé qu'il n'était pas normal de faire une exception pour l'ancien président Jacob Zuma. Aujourd'hui, en raison de la pandémie de Covid-19, tous les procès sont virtuels. Voilà, eh bien, le juge va devoir trancher. On aura la réponse demain matin à 10h, heure locale. Haïti n'a plus de président depuis 15 jours maintenant, mais aura bientôt un nouveau gouvernement face à la pression internationale. Le Premier ministre intérimaire Claude Joseph quitte ses fonctions. Il devient ministre des Affaires étrangères de l'exécutif piloté par Ariel Henry. C'est lui qui avait été nommé Premier ministre par Jovenel Moïse 2 jours avant son assassinat par un commando armé. Récit Axel Simon. C'est cet homme, Ariel Henry, qui prend désormais la tête du gouvernement haïtien. Il remplacera Claude Joseph, qui lui se retire. Il occupait jusqu'ici la fonction de Premier ministre par intérim depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Car Ariel Henry avait été nommé chef du gouvernement par le président lui-même à la veille de sa mort. Il aura donc la charge de former un nouveau gouvernement dès mardi. Interrogé sur France 24, le ministre des Affaires électorales indique que c'est l'aboutissement du projet initié par le président assassiné et que le processus électoral est en marche. C'était le vœu du président de la République avant sa mort que Ariel Henry et le docteur Ariel Henry puissent former son gouvernement. Nous croyons qu'il est important qu'avant la fin de cette année, qu'il faut qu'il y ait des élections comme le voulait le président de la République pour qu'une équipe qui a le mandat de la population puisse prendre les rênes et diriger le pays. En attendant ce scrutin pour élire un nouveau président, l'enquête se poursuit. Après l'arrestation des assaillants colombiens et américano-haïtiens, désormais pour identifier le ou les cerveaux de l'opération Commando. Selon la police colombienne qui épaule les enquêteurs haïtiens, ce serait un ancien fonctionnaire haïtien qui aurait donné l'ordre d'abattre le président, un ex-officier du ministère de la Justice. Les enquêteurs doivent désormais également déterminer comment les assaillants ont pu pénétrer aussi facilement dans la maison de Jovenel Moïse et l'abattre. Le chef de la sécurité du président et 3 autres responsables ont été placés à l'isolement.
Voilà, prochain journal dans 15 minutes. Restez sur France 24. À tout à l'heure.